S'il n'avait pas plu dans la nuit du 17 au 18 juin 1815, l'avenir de l'Europe était changé. Quelques gouttes d'eau de plus ou de moins ont fait pencher Napoléon. Pour que Waterloo fût la fin d'Austerlitz, la Providence n'a eu besoin que d'un peu de pluie, et un nuage traversant le ciel à contresens de la saison a suffi pour l'écroulement d'un monde. La bataille de Waterloo, et ceci a donné à Blücher le temps d'arriver, n'a pu commencer qu'à 11h30. Pourquoi ? Parce que la terre était mouillée. Il a fallu attendre un peu de raffermissement pour que l'artillerie pût manœuvrer. Napoléon était officier d'artillerie et il s'en ressentait. Faire converger l'artillerie sur un point donné, c'était là sa clé de victoire. Il traitait la stratégie du général ennemi comme une citadelle et il la battait en brèche. Il accablait le point faible de mitraille. Il nouait et dénouait les batailles avec le canon. Il y avait du tir dans son génie. Enfoncer les carrés, pulvériser les régiments, rompre les lignes, broyer et disperser les masses, tout pour lui était là. Frapper, frapper, frapper sans cesse. Et il confiait cette besogne au boulet. Méthode redoutable, et qui, jointe au génie, a fait invincible pendant 15 ans ce sombre athlète du pugilat de la guerre. Le 18 juin 1815, il comptait d'autant plus sur l'artillerie qu'il avait pour lui le nombre. Wellington n'avait que 159 bouches à feu. Napoléon en avait 240. Supposez la terre sèche, l'artillerie pour rouler. L'action commençait à 6 heures du matin. La bataille était gagnée et finie à 2 heures. 3 heures avant la péripétie prussienne. Quelle quantité de feu y a-t-il de la part de Napoléon dans la perte de cette bataille ? Le naufrage est-il imputable au pilote ? Nous ne le pensons point. Son plan de bataille était, de l'aveu de tous, un chef-d'œuvre. Aller droit au centre de la ligne alliée, faire un trou dans l'ennemi, la couper en deux, pousser la moitié britannique sur Halle et la moitié prussienne sur Tongres, faire de Wellington et de Blücher 2 tronçons, enlever Mont-Saint-Jean, saisir Bruxelles, jeter l'Allemand dans le Rhin et l'Anglais dans la mer. Tout cela pour Napoléon était dans cette bataille. Ensuite, on verrait. Esquisser ici l'aspect de Napoléon à cheval, sa lunette à la main sur la hauteur de Rossomme, à l'aube du 18 juin 1815, cela est presque de trop. Avant qu'on le montre, tout le monde l'a vu. Ce profil calme sous le petit chapeau de l'école de Brienne, cet uniforme vert, le revers blanc cachant la plaque, la redingote cachant les épaulettes, l'angle du cordon rouge sous le gilet, la culotte de peau, le cheval blanc avec sa housse de velours pourpre, ayant au coin des N couronnées et des aigles, les bottes à l'écuyère sur des bas de soie, les éperons d'argent, l'épée de Marengo, toute cette figure du dernier César est debout dans les imaginations, acclamée des uns, sévèrement regardée par les autres. L'empereur n'avait jamais été de si bonne humeur que ce jour-là. Depuis le matin, son impénétrabilité souriait. L'homme qui avait été sombre à Austerlitz fut gai à Waterloo. Donc le matin de Waterloo, Napoléon était content. Il donna l'ordre aux cuirassiers de Milhaud d'enlever le plateau de Mont-Saint-Jean. Ils étaient 3500. Ils faisaient un front d'1 quart de lieue. C'étaient des hommes géants sur des chevaux colosses. Ils étaient 26 escadrons. Et ils avaient derrière eux, pour les appuyer, la division de Lefebvre-Desnouettes, les 106 gendarmes d'élite, les chasseurs de la garde, 1197 hommes, et les lanciers de la garde, 880 lances. L'aide de camp Bernard leur porta l'ordre de l'empereur. Ney tira son épée et prit la tête. Les escadrons énormes s'ébranlèrent. Alors on vit un spectacle formidable. Toute cette cavalerie, sabres levés, étendards et trompettes au vent, formée en colonne par division, descendit, d'un même mouvement, et comme un seul homme, avec la précision d'un bélier de bronze qui ouvre une brèche. La colline de la Belle Alliance y disparut dans la fumée, puis, sortant de cette ombre, reparut de l'autre côté du Valent, toujours compacte et serrée, montant au grand trot, à travers un nuage de mitraille grevant sur elle, l'épouvantable pente de boue du plateau de Mont-Saint-Jean. Il montait, grave, menaçant, imperturbable. Dans les intervalles de la mousqueterie et de l'artillerie, on entendait ce piétinement colossal. Étant 2 divisions, ils étaient 2 colonnes.
On croyait voir de loin s'allonger vers la crête du plateau deux immenses couleurs d'acier. Cela traversa la bataille comme un prodige. Il semblait que cette masse était devenue monstre et n'eût qu'une âme. Chaque escadron ondulait et se gonflait comme un anneau du polype. On les apercevait à travers une vaste fumée déchirée çà et là, pêle-mêle de casques, de cris, de sabres, bondissements orageux des croupes de chevaux dans le canon et la fanfare, tumulte discipliné et terrible. Bizarre coïncidence numérique, 26 bataillons allaient recevoir ces 26 escadrons. Derrière la crête du plateau, à l'ombre de la batterie masquée, l'infanterie anglaise, formée en 13 carrés, 2 bataillons par carré, calme, muette, immobile, attendait. Elle ne voyait pas les cuirassiers, et les cuirassiers ne la voyaient pas. Elle écoutait monter cette marée d'hommes, elle entendait le grossissement du bruit de 3000 chevaux, le frappement alternatif et symétrique des sabots au grand trot, le froissement des cuirasses, le cliquetis des sabres, et une sorte de grand souffle farouche. Il y eut un silence redoutable, puis subitement, une longue file de bras levés brandissant des sabres apparut au-dessus de la crête, et les casques, et les trompettes, et les étendards, et 3000 têtes à moustaches grises criant « Vive l'empereur !» Toute cette cavalerie déboucha sur le plateau, et ce fut comme l'entrée d'un tremblement de terre. Tout à coup, chose tragique, à la gauche des Anglais, à notre droite, la tête de colonne des cuirassiers se cabra avec une clameur effroyable. Parvenus au point culminant de la crête, effrénés, tout à leur furie et à leur course d'extermination sur les carrés et les canons, les cuirassiers venaient d'apercevoir entre eux et les Anglais un fossé. Une fosse. C'était le chemin creux d'Ohain. L'instant fut épouvantable. Le ravin était là, inattendu, béant, à pic, sous les pieds des chevaux, profond de 2 toises entre son double talus. Le second rang y poussa le premier et le troisième y poussa le second. Les chevaux se dressaient, se rejetaient en arrière, tombaient sur la croupe, glissaient sur les 4 pieds en l'air. Glissaient les 4 pieds en l'air, pilant et bouleversant les cavaliers, aucun moyen de reculer, toute la colonne n'était plus qu'un projectile, la force acquise pour écraser les Anglais écrasa les Français. Le ravin inexorable ne pouvait se rendre que comblé, cavaliers et ses chevaux y roulèrent pêle-mêle, se broyant les uns les autres, ne faisant qu'une chair dans ce gouffre, et quand cette fosse fut pleine d'hommes vivants, on marcha dessus, et le reste passa. Ceci commença la perte de la bataille. Napoléon, avant d'ordonner cette charge des cuirassiers de Milhaud, avait scruté le terrain, mais n'avait pu voir ce chemin creux qui ne faisait pas même une ride à la surface du plateau. Averti pourtant et mis en éveil par la petite chapelle blanche qui en marque l'angle sur la chaussée de Nivelles, il avait fait, probablement sur l'éventualité d'un obstacle, une question au guide Lacoste. Le guide avait répondu non. On pourrait presque dire que ce signe de tête d'un paysan est sorti la catastrophe de Napoléon. D'autres fatalités encore devaient surgir. Était-il possible que Napoléon gagnât cette bataille ? Nous répondons que non. Pourquoi ? À cause de Wellington. À cause de Blücher ? Non. À cause de Dieu. Bonaparte vainqueur à Waterloo, ceci n'était plus dans la loi du XIXe siècle. Une autre série de faits se préparait, où Napoléon n'avait plus de place. La mauvaise volonté des événements s'était annoncée de longue date. Il était temps que cet homme vaste tombât. L'excessive pesanteur de cet homme dans la destinée humaine troublait l'équilibre. Cet individu comptait à lui seul plus que le groupe universel. Ces pléthores de toute la vitalité humaine concentrée dans une seule tête, le monde montant au cerveau d'un homme, cela serait mortel à la civilisation si cela durait. Le moment était venu pour l'incorruptible équité suprême d'aviser. Le sang qui fume, le trop-plein de cimetières, les mers en larmes, ce sont des plaidoyers redoutables. Il y a, quand la terre souffre d'une surcharge de mystérieux gémissements de l'ombre, que l'abîme entend. Napoléon avait été dénoncé dans l'infini, et sa chute était décidée. Il gênait Dieu. Waterloo n'eut point une bataille. C'est le changement. Waterloo n'est point une bataille, c'est le changement de front de l'univers. Quelques carrés de la garde tinrent jusqu'à la nuit. La nuit venant, la mort aussi, ils attendirent cette ombre double, et inébranlables, s'en laissèrent envelopper. Chaque régiment, isolé des autres et n'ayant plus le lien avec l'armée rompue de toutes parts, mourait pour son compte.
Ils avaient pris position pour faire cette dernière action, les uns sur les hauteurs de Rossomme, les autres dans la plaine de Mont-Saint-Jean. Là, abandonnés, vaincus, terribles, ces carrés sombres agonisaient formidablement. Ulm, Wagram, Iéna, Friedland mouraient en eux. Au crépuscule, vers 9 heures du soir, au bas du plateau de Mont-Saint-Jean, il en restait un. Dans ce vallon funeste, au pied de cette pente gravie par les cuirassiers, inondé maintenant par les masses anglaises sous les feux convergents de l'artillerie ennemie victorieuse, sous une effroyable densité de projectiles, ce carré luttait. Il était commandé par un officier obscur nommé Cambronne. À chaque décharge, le carré diminuait et ripostait. Il répliquait à la mitraille par la fusillade, rétrécissant continuellement ses 4 murs. Quand cette légion ne fut plus qu'une poignée, quand leur drapeau ne fut plus qu'une loque, quand leurs fusils épuisés de balles ne furent plus que des bâtons, quand le tas de cadavres fut plus grand que le groupe vivant, il y eut parmi les vainqueurs une sorte de terreur sacrée autour de ces mourants sublimes. Et l'artillerie anglaise, reprenant haleine, fit silence. Ce fut une espèce de répit. Ces combattants avaient autour d'eux, comme un fourmillement de spectres, des silhouettes d'hommes à cheval, le profil noir des canons, le ciel blanc aperçu à travers les roues et les affûts, la colossale tête de mort que les héros entrevoient toujours dans la fumée au fond de la bataille, s'avançait sur eux et les regardait. Ils purent entendre dans l'ombre crépusculaire qu'on chargeait les pièces. Les mèches allumées pareilles à des yeux de tigre dans la nuit firent un cercle autour de leur tête. Tous les bouts de feu des batteries anglaises s'approchèrent des canons. Et alors, émus, tenant la minute suprême suspendue au-dessus de ces hommes, un général anglais leur cria « Braves Français, rendez-vous !» Cambronne répondit « Merde !» Au mot de Cambronne, la voix anglaise répondit « Feu !» Les batteries flamboyèrent, la colline trembla. De toutes ces bouches d'airain sortit un dernier vomissement de mitraille, épouvantable. Une vaste fumée vaguement blanchie du lever de la lune roula, et quand la fumée se dissipa, il n'y avait plus rien. Ce reste formidable était anéanti. La garde était morte. Nous ne sommes pas de ceux qui flattent la guerre. La guerre a d'affreuses beautés que nous n'avons point cachées. Elle a aussi, convenons-en, quelques laideurs. Une des plus surprenantes, c'est le prompt dépouillement des morts après la victoire. L'aube qui suit une bataille se lève toujours sur des cadavres nus. Toute l'armée a une queue, et c'est là ce qu'il faut accuser. Des êtres chauves-souris, mi-partis, brigands et valets, toutes les espèces de vespertilios, qu'engendre ce crépuscule qu'on appelle la guerre, des porteurs d'uniformes qui ne combattent pas, de faux malades, des éclopés redoutables, des cantiniers interlopes trottant, quelquefois avec leurs femmes, sur de petites charrettes, et volant ce qu'ils revendent, des mendiants s'offrant pour guides aux officiers, des goujats, des maraudeurs. Les armées en marche autrefois traînaient tout cela, si bien que, dans la langue spéciale, cela s'appelait les traînards. Aucune armée ni aucune nation n'était responsable de ces êtres. Ils parlaient italien et suivaient les Allemands. Ils parlaient français et suivaient les Anglais. De la maraude naissait le maraud. La détestable maxime vivre sur l'ennemi produisait cette lèpre qu'une forte discipline pouvait seule guérir. Dans la nuit du 18 au 19 juin, on dépouilla les morts. Wellington fut rigide. Ordre de passer par les armes quiconque serait pris en flagrant délit. Mais la rapine est tenace. Les maraudeurs volaient dans un coin du champ de bataille pendant qu'on les fusillait dans l'autre. Vers minuit, un homme rôdait, ou plutôt rampait, du côté du chemin Creudot. C'était, selon toute apparence, un de ceux que nous venons de caractériser. Ni anglais, ni français, ni paysan, ni soldat. Moins homme que goule, attiré par le flair des morts, ayant pour victoire le vol, venant dévaliser Waterloo. Il était vêtu d'une blouse qui était un peu une capote. Il était inquiet et audacieux. Il allait devant lui et regardait derrière lui. Qu'était-ce que cet homme ? La nuit, probablement, en savait plus sur son compte que le jour. Il n'avait point de sac, mais évidemment de larges poches sous sa capote. De temps en temps, il s'arrêtait, examinait la plaine autour de lui comme pour voir s'il n'était pas observé, se penchait brusquement, dérangeait à terre quelque chose de silencieux et d'immobile, puis se redressait et esquivait.
Il passait on ne sait quelle hideuse revue des morts. Il marchait les pieds dans le sang. Tout à coup, il s'arrêta. À quelques pas devant lui, dans le chemin creux, au point où finissait le monceau des morts, de dessous cet amas d'hommes et de chevaux sortait une main ouverte, éclairée par la lune. Cette main avait au doigt quelque chose qui brillait et qui était un anneau d'or. L'homme se courba, demeura un moment accroupi, et quand il se releva, il n'y avait plus d'anneau à cette main. Il ne se releva pas précisément, il resta dans une attitude fauve et effarouchée, tournant le dos au tas de morts, scrutant l'horizon, à genoux, tout l'avant du corps portant sur les deux index appuyés à terre, la tête guettant par-dessus le bord du chemin creux. Les quatre pattes du chacal conviennent à certaines actions. Puis, prenant son parti, il se dressa. En ce moment, il eut un soubresaut. Il sentit que par derrière on le tenait. Il se retourna. C'était la main ouverte qui s'était refermée et qui avait saisi le pan de sa capote. Un honnête homme eut peur. Celui-ci se mit à rire. « Tiens, dit-il, ce n'est que le mort. J'aime mieux un revenant qu'un gendarme. » Cependant, la main défaillit et le lâcha. Les forces s'épuisent vite dans la tombe. « Ah ça, reprit le rôdeur, est-il vivant ce mort ?» Il se pencha de nouveau, fouilla le tas, écarta ce qui faisait obstacle, saisit la main, empoigna le bras, dégagea la tête, tira le corps et quelques instants après, il traînait dans l'ombre du chemin creux un homme inanimé, au moins évanoui. C'était un cuirassier, un officier même d'un certain rang. Une grosse épaulette d'or sortait de dessous la cuirasse. Un furieux coup de sabre balafrait son visage où l'on ne voyait que du sang. Il avait sur la cuisse la croix d'argent de la Légion d'honneur. Le rôdeur arracha cette croix qui disparut dans un des gouffres qu'il avait sous sa capote. Après quoi, il tâta le gousset de l'officier, il sentit une montre et la prit. Puis il fouilla le gilet, y trouva une bourse et l'empocha. Comme il en était à cette phase des secours qu'il portait à ce mourant, l'officier ouvrit les yeux. « Merci, dit-il faiblement. » La brusquerie des mouvements de l'homme qui le maniait, la fraîcheur de la nuit, l'air respiré librement l'avaient tiré de sa léthargie. Le rôdeur ne répondit point, il leva la tête. On entendait un bruit de pas dans la plaine, probablement quelques patrouilles qui approchaient. L'officier murmura, car il y avait encore de l'agonie dans sa voix. « Cherchez dans mes poches, vous y trouverez une bourse et une montre, prenez-les !» C'était déjà fait. Le rôdeur exécuta le semblant demandé et dit « Il n'y a rien !»« On m'a volé, reprit l'officier, j'en suis fâché, c'eût été pour vous. » Les pas de la patrouille devenaient de plus en plus distincts. « Voici qu'on vient, dit le rôdeur, faisant le mouvement d'un homme qui s'en va. L'officier, soulevant péniblement le bras, le retint. « Vous m'avez sauvé la vie, qui êtes-vous » Le rôdeur répondit vite et bas. « J'étais comme vous de l'armée française. Il faut que je vous quitte. Si l'on me prenait, on me fusillerait. Je vous ai sauvé la vie. Tirez-vous d'affaire maintenant. Quel est votre garde, sergent? Comment vous appelez-vous? Thénardier. Je n'oublierai pas ce nom, dit l'officier. Et vous, retenez le mien. Je me nomme Pontmercy.